Bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci d'être venus si nombreux et si nombreuses à notre invitation ce matin pour la cérémonie des vœux de la Fédération de l'Hérault. J'appelle à mes côtés tout de suite mon équipe fédérale, tous les membres du secrétariat fédéral. On va quand même te laisser. Tu vois, on fera le patch, mais... Bon. Alors, chers camarades, mesdames, messieurs les élus, chers camarades, chers amis, bienvenue. Bienvenue chez vous. Bienvenue dans la maison commune. Cette maison commune qui abrite nos idéaux, nos valeurs et nos espoirs. Cette maison commune qui nous appartient maintenant, après notre congrès, de rénover, de restaurer et de reconstruire. J'aurais voulu vous accueillir au nom de tous les socialistes de l'Hérault pour vous présenter mes vœux pour l'année qui commence, pour vous, pour vos proches. J'aurais voulu le faire dans la joie et la légèreté qui sont propres au lendemain de fête. Mais cette année 2013 commence dans la gravité, à cause de la crise économique et sociale. Elle commence aussi dans la gravité à cause du conflit dans lequel nous sommes engagés au Mali et en Algérie. À cet instant, permettez-moi d'avoir une pensée pour tous nos soldats qui sont engagés dans ces pays où ils sont aujourd'hui aux côtés des populations qui subissaient depuis de trop nombreux mois, de trop nombreuses années, l'avancée des troupes intégristes, des troupes fanatiques. J'ai une pensée aussi pour nos otages en Algérie et partout dans le monde. Mais malgré cette retenue que nous impose l'actualité, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai souhaité organiser cette cérémonie des vœux. Cette cérémonie des vœux que la Fédération socialiste de l'Hérault n'avait plus organisée depuis très longtemps. Les vœux de début d'année sont, dans notre pays, dans tous les pays, un temps de rencontre, de réflexion sur l'avenir immédiat et sur l'expression de nos engagements. Pour moi, il était donc nécessaire de prendre devant vous la parole pour marquer le changement d'air auquel les socialistes héraultais ont adhéré le 22 novembre dernier. Ce changement d'air, il a débuté avec mon élection, donc le 22 novembre dernier. Il s'est poursuivi samedi dernier, 19 janvier, lors du congrès fédéral à Béziers, au cours duquel nous avons installé nos instances fédérales. Ce changement d'air, il a vocation à se traduire au quotidien pour les 3 prochaines années de mon mandat. Le premier temps de ce changement souhaité par le Parti socialiste de l'Hérault était le renouvellement de nos instances dirigeantes, mais aussi le droit pour chaque militant de voter en son âme et conscience pour pouvoir choisir sa motion, élire son premier secrétaire national, élire son premier secrétaire fédéral. Ce qui fut fait le 11 octobre, le 18 octobre dernier, puis les 15 et 22 novembre dernier. Dépositaire de leur envie de changement, je me suis attelé à la composition des instances fédérales, représentant toutes les sensibilités, représentant toutes les motions, en veillant naturellement à la représentation de tous les territoires, au nécessaire renouvellement et à la féminisation. Je considère que la première étape de ce changement d'air en profondeur de nos pratiques internes est désormais achevée. Achevée depuis samedi dernier. Les élections ont eu lieu. Le congrès est terminé. L'heure du rassemblement a sonné. Rassemblement avec la majorité fédérale. Les camarades qui ont voté pour moi dès le 15 novembre dernier. Rassemblement avec la majorité fédérale et nos alliés du second tour, ceux qui ont appelé à voter pour moi le 22 novembre dernier. Et je tiens en particulier à saluer Olivier de Dieu et Abdi El Kandoussi, que je vous demande d'applaudir. Rassemblement aussi, je le souhaite, avec les militants qui ont soutenu notre camarade Laurent Pradeil. Laurent Pradeil est un excellent militant avec lequel j'entretiens des relations amicales depuis maintenant 15 ans. Il a sa place, ils ont leur place dans nos instances fédérales. Je souhaite que demain, ils puissent nous rejoindre aussi dans la majorité fédérale, car la Fédération de l'Hérault a besoin de tous ses talents et de toutes ses compétences. Le deuxième acte de la... Oui, vous pouvez les applaudir. Le deuxième acte de cette transformation dans l'Hérault, il commence aujourd'hui. Parce que, je vais vous dire, l'état d'esprit qui m'anime et les objectifs que je nous fixe pour l'année 2013. L'actualité de notre pays, je viens de le rappeler, nous impose le plus grand sérieux dans la méthode et la plus grande fermeté dans les convictions qui sont les nôtres.
C'est dans cette perspective que je voudrais reprendre les 3 enjeux que notre premier secrétaire national, Harlem Désir, a mis en exergue récemment lors de ses vœux. J'ai la conviction qu'en cette année 2013, les socialistes devront, au plan national et au plan local, être guidés par 3 exigences. La première, c'est assumer. La seconde, c'est approfondir notre engagement. Et la troisième, c'est inventer. Oui, nous devons assumer les mesures qui sont mises en œuvre par le président de la République et par le gouvernement. Ils ont pris en compte la gravité de la situation et les résultats qu'ils apportent à la crise. Nous pouvons en être fiers. Nous pouvons en être fiers car en 6 mois, ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup œuvré à redresser la France dans la justice sociale. Et à leur travail, j'associe naturellement l'implication active de tous nos parlementaires. J'aperçois devant moi Fanny d'Ambrecoste, j'aperçois Christian Assaf. Il doit y en avoir d'autres, mais vous êtes si nombreux que je ne les vois pas tous. J'excuse Sébastien Denaja et Robert Tropeano, notre sénateur de l'Hérault. Et puis, donc, je vous disais, j'associe tous les parlementaires, mais aussi tous les militants et tous les élus locaux. Ce que nous avons fait depuis 6 mois, depuis 7 mois maintenant, ce sont des réformes qui se succèdent et parfois elles nous paraissent tellement naturelles qu'on les oublie. Et j'entends ici ou là parfois s'exprimer quelque impatience chez nos militants. Alors permettez-moi de rappeler quelques mesures, certaines symboliques, d'autres plus profondes. La première, ce fut la suppression du bouclier fiscal. Ensuite, le vote du projet de loi contre le harcèlement sexuel. Ensuite, ce fut l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire de 25%. C'est du pouvoir d'achat pour les ménages, c'est une mesure de justice sociale. Ensuite, ce furent les 1000 postes créés dans l'éducation nationale par Vincent Payon. Ensuite, ce furent les zones de sécurité prioritaires, créées partout en France par Manuel Valls, et ici dans l'Hérault en particulier, à Lunel, à Béziers, grâce au travail de Patrick Vignal et de Dolores Roquet, et demain à Montpellier. Grâce à Anne-Yvonne Ledin, grâce à Christian Assaf, grâce à Fanny d'Ambrecoste, grâce à Patrick Vignal, grâce à Jean-Louis Roumégas aussi, notre camarade d'Europe Écologie Les Verts. Ce que nous avons fait depuis 6 à 7 mois, ce sont des mesures de justice sociale. C'est le droit pour chaque personne qui avait commencé à travailler très tôt à partir à la retraite à 60 ans. Toutes ces mesures, aujourd'hui, elles nous semblent tellement naturelles, elles nous semblent tellement normales que parfois nous oublions de les revendiquer et de les porter haut et fort. Oui, nous, militants socialistes, nous assumons ces mesures. Elles étaient dans les 60 engagements de François Hollande. Oui, nous assumons ces réformes qui sont structurelles et qui ont vocation à redresser la France dans la justice sociale. Oui, nous assumons cette politique réformiste, clairement de gauche, qui portera ses fruits le plus tôt possible pour redresser la France, pour redresser les comptes publics et pour faire baisser le chômage. Oui, localement, nous allons assumer ces mesures. Nous allons les assumer en organisant avec nos parlementaires, avec nos élus locaux, des rencontres avec la population, des réunions publiques, des ateliers du changement, des opérations tous sur le pont, des rencontres et des manifestations pour lesquelles j'aurai besoin de l'implication de chacun et de chacune d'entre vous, quel que soit son grade, quelle que soit sa fonction, quels que soient ses mandats passés, électifs ou à venir. J'ai besoin de vous tous et j'ai besoin de chaque militant et de chaque militante. Oui, nous devons engager aussi localement la confrontation avec la droite sur le terrain des valeurs et des résultats. Le projet de loi sur le mariage pour tous, par exemple. La loi sur le non-cumul des mandats. Le droit de vote pour les étrangers aux élections locales. Sont des réformes sur lesquelles nous pouvons nous engager avec beaucoup de fierté et en portant haut et fort les couleurs et les valeurs du Parti socialiste. Alors j'entends ici ou là certains nous dire que ce sont des réformes qui seraient d'ordre sociétal ou institutionnel et que ces réformes n'intéresseraient vraiment pas les Français. On nous dit qu'elles ne seraient pas d'actualité. Alors faudrait-il attendre la fin de la crise, justement, pour rénover notre démocratie? Faudrait-il attendre encore quelques années ou quelques décennies pour pouvoir remplir un engagement que nous avons pris devant les Français il y a 30 ans? Pas moi, mais certains d'entre vous qui, à l'époque, accompagnaient déjà François Mitterrand. Ces engagements, ces promesses, il nous appartient de les tenir pour être crédibles, pour être audibles et pour être respectés par les Françaises et les Français. Et nous le ferons. Ces réformes sociétales, ces réformes institutionnelles, nous les menons. Mais nous poursuivons parallèlement les réformes économiques et sociales. Permettez-moi de citer quelques rendez-vous qui vont rythmer le mois de janvier 2013. Création de la Banque publique d'investissement pour les entreprises privées, mais aussi pour les collectivités locales qui ont besoin de ces ressources pour continuer à investir. Le mois de janvier 2013, ça va être aussi, le 23 janvier prochain, la présentation par Vincent Payon en Conseil des ministres du projet de réforme de l'éducation nationale. Il y a ensuite, le 29 janvier, le projet de loi sur le mariage pour tous qui arrive. Il y a ensuite l'engagement de la transition énergétique
pour laquelle beaucoup de nos parlementaires ici présents sont engagés. Je pense en particulier à ceux qui font partie de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, à savoir Fanny Dambrecoste, Christian Assaf et Patrick Vignal. Mais je voudrais aussi que localement, le débat d'idées s'exprime dans la perspective des échéances électorales de 2013, de 2014. En effet, 2013, c'est l'année qui précède 2014, année des municipales, mais ça, vous l'avez déjà tous en tête. Cela ouvre une perspective politique très importante, localement. Et je voudrais aussi que lorsqu'on parle des élections municipales de 2014, on n'oublie pas les élections européennes qui auront lieu aussi en juin 2014 et les élections sénatoriales qui auront lieu en septembre 2014. À ceux de nos camarades, et ils sont nombreux, j'en ai aperçu quelques-uns dans la salle, qui ambitionnent de conduire une liste aux élections municipales et qui ont parfois tendance à s'impatienter, à piaffer d'impatience dans les médias, qui m'appellent, qui m'envoient des textos, des SMS, des mails pour savoir c'est quand. Alors je leur invite à faire preuve de patience et de sagesse. Lorsque le parti décidera nationalement du mode opératoire, du calendrier, je leur promets qu'ils seront les premiers informés. Mais je suis sûr que ce jour-là, avant même de les appeler, ils auront eu les informations par Internet ou par les médias. À ce moment-là, il m'appartiendra, avec le secrétariat fédéral, de mettre en œuvre les modes de sélection qui auront été décidés nationalement. Je n'ai pas de préférence, je préfère le dire, parce que lorsque vous ouvrez tel journal, on vous dit Bourgi voudrait des primaires. Vous ouvrez un autre, il vous dit tout à fait l'inverse. Donc moi, je vous dis aujourd'hui, je n'ai pas de préférence. Ce que le parti décidera sera ma loi et je l'appliquerai. Les choses sont dites, bien dites, et comme ça, plus personne ne pourra déformer ou interpréter ou lire dans mes pensées, qui sont très secrètes et très taiseuses pour l'instant sur le sujet. Je vous disais qu'en attendant que le parti fixe le mode opératoire et le calendrier, rien n'empêche les militants et les militantes qui ont à cœur d'accompagner des candidats et des candidates, mais qui ont aussi à cœur de formuler des propositions, de participer à l'élaboration d'un projet et d'un programme. Donc mes camarades, plutôt que de me demander quand est-ce qu'on va désigner, on va savoir qui est la tête de liste, je vous invite, chacun et chacune, dans vos sections respectives, à créer des commissions thématiques et à commencer à prospecter, à commencer à proposer des propositions. Et le moment venu, quel que soit le candidat et quelle que soit la candidate, je suis sûr qu'il sera ravi, elle sera ravie de recevoir de votre part, de la part de chaque section, une petite contribution programmatique lui indiquant « voici les idées auxquelles nous avons pensé pour la commune, voici les idées auxquelles nous avons pensé pour le canton, voici les idées auxquelles nous avons pensé pour la région ». Bref, choisir la tête de liste, c'est bien. Avoir un projet politique solide et cohérent, c'est bien aussi, et c'est tout aussi important. Je vais parler des élections municipales, je vais parler des élections européennes qui arrivent au mois de juin 2014. L'Europe est notre horizon historique. C'est la réponse à de nombreux problèmes qui s'opposent à nous, que ce soit des problèmes d'ordre géopolitique, que ce soit des problèmes d'ordre économique, des problèmes d'ordre fiscal ou des problèmes d'ordre bancaire. Nous devons aussi, localement, préparer déjà cette échéance qui arrivera au mois de juin 2014, quelques semaines, quelques mois plus tard, après les élections municipales. Donc il n'y aura pas de place pour le répit, il n'y aura pas de place pour le repos, mais je sais très bien que vous n'aspirez ni au repos ni au répit, mais vous voulez gagner les élections et toutes les élections. Enfin, nous devons innover et inventer les réponses localement. Inventer les réponses que nous pouvons aussi adresser à nos dirigeants nationaux. Et dans cette fédération, je souhaite que les instances fédérales, que le Conseil fédéral puisse régulièrement s'emparer de sujets d'ordre nationaux, débattre, délibérer, rédiger des motions et les transmettre à nos dirigeants nationaux. C'est dans cette perspective que le Parti socialiste a réactivé un certain nombre de laboratoires d'idées au niveau national, de commissions thématiques, de confrontation avec des intellectuels. C'est ce que nous allons faire aussi localement en créant une quinzaine de commissions thématiques. C'est ce que nous allons faire localement en créant une université de rentrée début septembre. Pour mener ce travail-là, je pourrais compter sur beaucoup d'entre vous, des militants, des sympathisants, des intellectuels, des syndicalistes, des acteurs du mouvement social, des compagnons de route et des camarades de lutte. Beaucoup d'entre eux m'ont déjà contacté pour me dire qu'ils se tenaient à notre disposition pour nous accompagner dans ce travail de réflexion. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre d'eux et nous avons aussi beaucoup
à leur dire sur ce que nous faisons pour qu'effectivement un intellectuel, un théoricien puisse avoir un regard qui puisse être distancié et différent sur la complexité de la gestion d'une collectivité. Au plan local, j'ai souhaité donc que cette fédération, la Fédération de l'Hérault, participe à ce travail d'innovation et d'invention de solutions pour le futur. Nous allons aussi, très rapidement, prendre l'initiative d'accompagner dans tout le département de l'Hérault, dans tous les territoires de l'Hérault, le grand projet de loi de Vincent Peillon visant à réformer l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est un marqueur de gauche. C'est une idée qui nous est particulièrement chère. Elle était au cœur du projet présidentiel de François Hollande. Dans les prochaines semaines, je vais prendre attache avec tous les parlementaires, avec tous les conseillers généraux, et nous allons organiser ensemble, dans le maximum de cantons, dans le maximum de circonscriptions de ce département, des réunions au cours desquelles nous pourrons inviter, par exemple, Pierre Morel, qui est vice-président du Conseil général en charge des collèges, par exemple, Béatrice Négrier, qui travaille sur l'apprentissage et la formation professionnelle à la région, Jean-Louis Gély, qui s'occupe de la réussite éducative à la ville de Montpellier, mais aussi des adjoints au maire dans des petites communes qui s'occupent justement d'éducation, des questions éducatives. Et j'aperçois dans la salle mon camarade Xavier Berthaud de Sussargues, qui a aussi une expérience et une expertise en la matière. Je vous inviterai tous à venir partager avec les militants, à venir partager avec la société civile, à venir confronter vos points de vue avec les parents d'élèves, avec les syndicalistes, avec les pédagogues. Car cette réforme de Vincent Peillon, c'est une réforme structurelle particulièrement importante. Je sais qu'elle éveille ici ou là quelques inquiétudes chez les élus locaux, notamment sur le plan financier, notamment sur le plan de l'organisation. Je sais qu'elle suscite aussi quelques craintes chez certaines fédérations d'éducation populaire. Nous aurons l'occasion justement de discuter de tout cela pour permettre une véritable mise en œuvre dans les meilleures conditions possibles. Et je sais que pour faire ce travail-là, je pourrai compter sur le soutien très actif de mon camarade Christian Billac, président de l'Association des maires de l'Hérault et maire de Péray, que je vois devant moi, qui a été élu récemment, que je vous demande d'applaudir très fort. Il y a ce travail d'accompagnement de la réforme sur l'éducation nationale qui nous appartiendra d'accompagner. Mais il y a aussi une réforme qui arrive, et je sais qu'elle suscite beaucoup d'intérêt aussi, parfois des accords, parfois des inquiétudes chez les élus locaux et chez André Vésinet en particulier. Je pense en particulier à l'acte 3 de la décentralisation. Acte 3 de la décentralisation, la réforme territoriale, qui effectivement est une annonce, est une promesse de François Hollande, mais qui devra se faire dans la concertation, dans le dialogue, dans la discussion avec les élus locaux, avec le président du Conseil général, avec les conseillers généraux des territoires ruraux, avec les maires des communes rurales, en associant naturellement les maires des grandes villes et les comités d'agglomération, les métropoles, les communautés de communes. Mais il faudra que chacun puisse avoir le droit à la parole, et cette réforme territoriale ne doit pas être imposée. Elle doit être discutée, elle doit être acceptée dans le consensus le plus large. Elle devra préserver l'autonomie financière et fiscale des collectivités, tout en préservant la clause de compétence générale. Je sais qu'André Vésinet, je sais que Christian Billac, je sais que les parlementaires, et en particulier les sénateurs, sont déjà très actifs sur ce chantier. Ils pourront compter sur la Fédération de l'Hérault, sur tous les militants de l'Hérault pour les accompagner dans ce travail-là. Ce travail, ces chantiers, nous les ferons tout en poursuivant la rénovation annoncée pendant la campagne pour l'élection du premier secrétaire fédéral. Tout d'abord, l'adoption d'un règlement intérieur qui fera l'objet d'une démarche participative. Olivier Dedieu nous a proposé un pré-projet de règlement intérieur. Paul Aliès va aller à la rencontre de toutes les sections. Les militants pourront en débattre et l'objectif étant que ce règlement intérieur puisse être adopté par référendum militant le plus rapidement possible. Nous allons aussi, avec Fabien Nicolas, dans les prochaines semaines, mettre en place un plan fédéral de formation pour les militants et pour les candidats aux élections municipales et cantonales. Nous allons aussi, très rapidement, aller à la rencontre du mouvement social, qui commence déjà à venir parfois, après avoir pris rendez-vous, mais parfois venant spontanément, comme cette semaine où j'ai eu l'occasion d'accueillir les coordinations des sans-papiers. Mais il y en a d'autres aussi qui nous demandent des rendez-vous, qui sont en demande de discussion, de dialogue avec le Parti socialiste. C'est le cas de la Maison des chômeurs de Montpellier, que j'aurai l'occasion de recevoir prochainement avec Ginette Morel et avec Michel Drey, mes deux secrétaires fédérales qui s'occupent l'une de l'action sociale et l'autre de la lutte contre l'exclusion. Ce travail, je veux le faire avec chacun et chacune d'entre vous, car c'est pour cela que j'ai été élu, c'est pour ça que l'équipe fédérale a été élue. Une fois que nous aurons rassemblé la fédération, une fois que nous aurons entamé ces chantiers, il m'appartiendra ensuite de prendre contact avec nos partenaires politiques
Et je salue la présence dans la salle de certains d'entre eux, en particulier Frédéric Lopez pour le Parti radical de gauche, qui nous fait l'amitié d'être présent parmi nous. Il y a dans la salle aussi des camarades d'Europe Écologie Les Verts que j'ai aperçus et je les remercie de leur présence. Lorsque les forces de gauche sont rassemblées, lorsque les forces de gauche sont unies, elles gagnent. Nous avons eu la démonstration lors des élections cantonales. Nous avons eu la démonstration lors des élections cantonales lorsque nous avons fait leur place, toute leur place et leur juste place à nos partenaires. Nous avons tous été les grands gagnants de cet accord. Et je pense en particulier à l'élection de Christian Duprat sur le canton d'Ematel. Lorsque nous avons aussi conclu cet accord avec nos camarades et nos partenaires d'Europe Écologie et Les Verts sur la première circonscription de l'Hérault, nous en sommes tous sortis gagnants. Et si aujourd'hui Jean-Louis Roumégas a été élu, si aujourd'hui tous nos candidats socialistes ont été élus lors des élections de juin dernier, lors des législatives, c'est parce que nous avions trouvé l'état d'esprit et les termes d'un accord gagnant-gagnant pour tout le monde. Chacun y a trouvé sa part et c'est l'état d'esprit dans lequel il nous appartient tous de poursuivre pour les prochaines échéances. Échéances municipales, échéances cantonales. Et ensuite, il appartiendra de préparer les élections régionales. Ce sera en 2015. Je vous en dirai quelques mots lors de la cérémonie des vœux de l'année prochaine. Mais elles sont importantes. Elles sont importantes, elles n'interviendront qu'en 2015, mais nous les préparons déjà. Nous les préparons déjà et l'une des preuves que nous les préparons déjà, c'est la présence dans la salle, et je tiens à le saluer, de Benjamin Mathéo, qui représente la Fédération socialiste du Gard. Et nous allons être rejoints dans quelques instants par le premier secrétaire fédéral du Gard, Stéphane Tortajada. C'est le sens des contacts et des échanges que nous avons déjà eu lieu aussi avec le premier secrétaire fédéral de l'Aude, Éric Andrieux. C'est le sens du premier échange que j'ai eu avec ma camarade première secrétaire fédérale du département de la Lozère, que j'ai rencontré jeudi dernier au vœu de Christian Bourquin. Donc les choses se mettent en place. Le Parti socialiste dans la région Languedoc-Roussillon se met en ordre de marche. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer très prochainement avec les camarades du Gard, avec les camarades de l'Aude, parce qu'il nous appartiendra, et les camarades des Pyrénées-Orientales, naturellement, et de la Lozère, pour mettre en place le comité régional. Nous avons quelques idées à mettre sur la table, quelques idées pour faire fonctionner le comité régional vraiment, réellement, parce que ce comité régional, il va falloir lui donner toute sa place de lieu de réflexion programmatique, sa place de lieu de contribution aussi sur les idées, afin d'accompagner du mieux possible nos candidats lors des élections régionales de 2015. Pour conduire ces chantiers, et je vais bientôt conclure, j'ai besoin de vous tous, élus, secrétaires de section, militants, sympathisants. Venez, venez tous, venez prendre votre part au travail qui nous attend. J'ai besoin de vous avoir rassemblés à mes côtés, rassemblés autour du président de la République, du Premier ministre et des membres du gouvernement. Ils conduisent des réformes importantes dans un contexte économique difficile. J'ai besoin de vous rassembler autour de nos élus locaux, conseillers généraux, maires. Ils terminent leur mandat municipal dans quelques mois pour certains et s'apprêtent pour beaucoup d'entre eux à faire valoir leur bilan devant les électeurs. J'ai besoin de vous rassembler autour de nos candidats qui préparent activement leur programme et leur liste en attendant de choisir leur tête de liste ou de s'allier avec un de nos partenaires. J'ai besoin de vous avoir rassemblés avec tous nos partenaires de gauche pour éviter la division dans toutes les communes, dans les plus grandes comme dans les plus petites. Vous l'aurez compris, je compte sur vous pour que cette année 2013 soit une année de travail. Une année de travail, mais aussi une année de sérénité. En attendant, je renouvelle à chacun et à chacune d'entre vous mes vœux les plus chers, les plus sincères, pour que nous retrouvions tous ensemble le chemin de l'unité et de la concorde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme je m'y étais engagé, puisqu'effectivement, depuis que j'ai été élu, j'ai été destinataire d'un certain nombre de questions, parfois sous forme de boutade, parfois plus sérieuses, me disant « mais est-ce qu'il y a un jacuzzi au premier étage ?» Donc, c'est la raison pour laquelle le premier étage est accessible, toutes les pièces sont accessibles, y compris le bureau du premier secrétaire fédéral. Vous pouvez tous, n'y allez pas tous en même temps, les uns après les autres, vous pouvez y aller et vous pouvez visiter le premier étage, toutes les pièces sont ouvertes. Cette maison est la vôtre, donc il est normal que vous voyez comment elle est aménagée et comment elle est disposée.